Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé face caméra comme ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de mon ascension du Kilimandjaro. Donc la première chose que je te conseille, c'est déjà d'aller voir mon vlog de l'ascension du Kilimandjaro. Ça répondra peut-être à certaines questions que tu as déjà. Dans cette vidéo, je vais rentrer plus dans les aspects techniques, donc c'est-à-dire la préparation, le choix de l'agence, le choix de la voie pour monter jusqu'au sommet. Je vais évidemment te parler du budget aussi, et à la fin de la vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Honnêtement, la vidéo risque d'être assez longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je trouve, plus que dans un voyage, on va dire, plus conventionnel. Donc n'hésite pas à regarder la barre d'infos avec les timestamps si tu as envie de directement switcher une partie de la vidéo qui t'intéresse un peu plus. Et du coup, on va commencer tout de suite. Donc déjà, je vais mettre un petit peu de contexte. Donc je suis partie en Tanzanie pour faire l'ascension du Kilimandjaro le 18 février 2022 et j'ai commencé l'ascension le 20 février. C'était une ascension de 8 jours parce que je suis passée par la voie Lemosho qui est la plus longue des 6 ou 7 voies, je crois, qu'il y a pour faire l'ascension du Kilimandjaro. Donc j'ai commencé le 20 février et je suis redescendue à Moshi, donc la ville d'où je suis partie, le 27 février. Et donc c'est d'ailleurs dont je vais te parler en premier dans cette vidéo, c'est le choix de la voie pour l'ascension du Kilimandjaro. Donc comme je te le disais, il y a à peu près 6 ou 7 voies pour faire l'ascension. Les deux plus connues s'appellent la voie Marangu et la voie Machame, donc en l'occurrence c'est les deux que mon père a fait. Et moi c'est les deux que je ne voulais pas faire idéalement. Alors déjà parce que ce sont les plus empruntés, mais si j'avais pas eu le choix, j'aurais pris l'une des deux, c'était pas un problème. Mais aussi parce que elles sont quand même assez courtes, je sais plus exactement respectivement combien de temps elles durent, mais c'est 4 ou 5 jours à peu près pour toute l'ascension. Et en fait moi je me suis dit, quitte à faire l'ascension du Kilimandjaro, j'aimerais autant mettre toutes les chances de mon côté et dans ces cas-là emprunter une voie un peu plus longue et qui permet donc une meilleure acclimatation à l'altitude. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi la voie Lemosho. C'est une voie que j'avais découverte dans la vidéo de Nadine Sikora, si je prononce bien son nom de famille, de la chaîne YouTube Hey Nadine. Donc c'est une Canadienne anglophone qui elle a fait l'ascension genre en février 2020 ou quelque chose comme ça. Donc je me suis un peu renseignée, j'ai vu que c'était donc la voie la plus longue qui permettait normalement une meilleure acclimatation et donc a fortiori une plus grande probabilité de réussite, même si ça te garantit pas non plus la réussite jusqu'au sommet. Mais du coup après m'être renseignée, avoir pris les infos et tout ça, c'est la voie que j'ai décidé de prendre. Donc maintenant que je savais quelle voie je voulais emprunter, il fallait bien sûr que je choisisse l'agence avec laquelle partir. Alors je pense que je vais du coup répondre à cette question tout de suite, c'est pourquoi t'es passé par une agence de voyage? Sachant que en général quand moi je pars en voyage, je prône un peu le fait de tout faire, faire toute la préparation par soi-même. Tout simplement parce que j'aime bien et c'est toujours comme ça que je fonctionne. Pour ce voyage là, j'ai décidé de passer par une agence de voyage, tout simplement pour la première raison, c'est que pour faire l'ascension du Kilimandjaro, t'as besoin d'un guide. C'est obligatoire. Bon, plus sérieusement, je suis assez inexpérimentée en termes d'ascension de montagne. C'était littéralement ma première ascension de montagne. Je ne compte pas les randonnées dans les Alpes quand j'étais plus jeune, non, je ne compte pas ça. Et pour le coup, vu mon inexpérience en termes d'ascension de sommet, je me suis dit que passer par une agence serait plus simple parce que eux sauraient déjà tout ce qu'il y a à prévoir et que moi je ne le saurais pas, tout simplement. Forcément, pour moi, une agence qui prévoit des voyages pour faire l'ascension du Kilimandjaro, ils savent très bien tout ce qu'il faut prévoir en termes de matériel, en termes d'encadrement, en termes de trousses de secours, ce genre de trucs et tout ça. Et c'est forcément des trucs qu'eux auraient prévus et moi pas du tout parce que j'aurais oublié la moitié. Tout simplement parce que je suis inexpérimentée encore une fois. Donc je me suis dit que pour le coup c'était bien plus simple de passer par une agence, que j'allais avoir du coup tout l'encadrement nécessaire. Et aussi on avait décidé après l'ascension du Kilimandjaro de faire un safari de 4 jours. Et même si évidemment je pense que j'aurais pu l'organiser directement en arrivant sur place, c'était plus simple en termes d'organisation d'avoir entre guillemets une formule tout compris. Très drôle à dire de ma part parce que d'habitude les formules tout compris c'est pas du tout mon délire. J'avoue que pour ce type de voyage je trouvais ça plus simple. Je pense qu'il est foncièrement possible d'organiser son voyage en Tanzanie par soi-même. Juste c'est pas ce que j'ai fait pour ce voyage là donc je peux pas trop conseiller là-dessus. Dernier argument aussi pour le fait de passer par une agence, c'était pour tout ce qui était assurance multirisque, Covid et tout ça. J'ai toujours regardé en fait quand j'ai commencé à comparer les agences de voyage s'ils avaient des assurances annulation tout simplement. Et en passant par une agence de voyage, ton assurance annulation couvre tout le voyage alors que si je l'avais organisé par moi-même, je pense que ça aurait été plus de logistique. Non pas que la logistique me dérange d'habitude, mais là il y avait beaucoup de choses à penser. En plus du Covid, ça me stressait un peu, j'avoue. Donc pour le coup le choix de l'agence ça a pris du temps
Et en même temps ça n'a pas pris trop de temps, dans le sens où comme je savais que je voulais passer par la voie les mots chauds, j'ai sélectionné déjà des agences, enfin j'ai fait un premier tri en fonction de ça, et finalement il y a beaucoup d'agences qui proposent l'ascension du Kilimandjaro, il n'y en a pas tant que ça qui proposent par la voie les mots chauds, donc le premier tri a été assez vite fait. Donc au final j'ai dû appeler genre 4 agences, et j'ai très vite réduit à 2 agences à la fin, tout simplement parce que j'ai eu d'abord un bon feeling avec ces agences. Donc j'ai appelé ces 4 agences au téléphone, et il y en a 2 où j'ai pas eu un bon feeling. Alors c'est sûr, il faut pas se fier qu'à ça, mais je me dis si déjà au premier contact j'ai pas un bon feeling, le reste ça va pas bien se passer. Et moi, fallait que j'ai un bon feeling avec l'agence. Je me souviens par exemple d'avoir une agence au téléphone où j'avais l'impression que la personne que j'avais au bout du fil, elle savait pas trop de quoi je parlais, elle savait pas trop répondre à mes questions, et c'était des questions on va dire encore assez génériques, on va dire, sur l'organisation de l'ascension du Kilimandjaro. Donc ça m'a pas trop rassurée dès le début, et finalement il y a 2 agences avec qui j'ai eu un bon feeling au téléphone, enfin en tout cas au premier contact, et donc j'ai commencé à faire plus de recherches sur ces 2 agences là. Ce qui a fait aussi que j'ai réduit mon choix à ces 2 agences là, c'est qu'elles étaient très disponibles au téléphone et par email pour répondre à mes questions avant que je prenne ma décision, parce que c'est un voyage à plusieurs milliers d'euros, je t'en parlerai un peu plus dans la partie budget. Donc si tu veux, c'est pas une décision que je trouve que tu prends à la légère, tu vois. Et donc après plusieurs recherches, appels, échanges de mails et tout ça, j'ai finalement décidé de passer par l'agence qui s'appelle Atalante. Pourquoi j'ai décidé de passer par cette agence et pas l'autre aussi que j'avais vu? Tout simplement parce qu'ils ont été assez conciliants en termes de réservation. En fait, moi j'avais décidé de faire un test d'hypoxie, j'en parle un peu plus tard dans la vidéo, avant de faire l'ascension du Kilimandjaro. Et le truc c'est que je voulais m'assurer que si mon test d'hypoxie n'était pas concluant, je pouvais annuler le voyage sans frais. Parce que forcément ça fait un peu chier sinon. Ils ont été très conciliants pour trouver une clause d'annulation qui était dépendante de mon test d'hypoxie pour que je puisse réserver et du coup verrouiller le prix en fait du voyage, et que je puisse ensuite confirmer pour de bon la réservation de ce voyage et du coup verser la compte et tout ça une fois que j'avais le résultat en fait du test d'hypoxie. Avec l'autre agence que j'avais vue, genre si t'annulais plus de 3 mois avant le voyage, ils te retenaient quand même genre 25% du prix total du voyage, et pour moi c'était hors de question quoi. Donc voilà, j'ai du coup décidé de passer par Atalante parce qu'ils ont été plus conciliants en termes de clause d'annulation par rapport à mon test d'hypoxie, et aussi parce que je les ai trouvés professionnels, parce que le voyage qu'ils proposaient me plaisait. Et du coup aussi petite précision par rapport à Atalante, je sais que dans mon vlog sur l'ascension du Kilimandjaro, parfois je filme les tentes en fait de notre camp, et dessus il n'y a pas écrit Atalante, il y a écrit Candou. En fait, Atalante et Candou sont partenaires sur ce type d'expédition, et du coup ils combinent leurs groupes ensemble. Donc Atalante est bien l'agence de voyage par laquelle je suis passée, mais l'organisateur, les guides sur place et tout ça, c'était l'agence Candou. Donc je peux juste parler de l'organisation en amont pour Atalante et parler de comment ça s'est passé sur place pour Candou, et pas inversement. Donc si tu cherches à réserver un jour par Candou, ne fais pas appel à moi parce que j'ai pas réservé par eux. Voilà. Donc ensuite en termes de préparation pour ce voyage, il y a d'abord une préparation médicale. Donc comme je le disais juste avant, j'ai décidé de faire un test d'hypoxie. Donc pourquoi j'ai décidé de faire un test d'hypoxie? Tout simplement parce qu'au fil de mes appels avec des agences de voyage au début de mes recherches, donc au mois de septembre, il y a une agence qui m'a dit nous de toute façon pour tous les participants pour l'ascension du Kilimandjaro, et peu importe la voie qu'ils empruntent, on leur demande un test d'hypoxie qui est concluant. Et la personne que j'ai eu au téléphone qui m'a dit ça m'a dit que en fait il y avait 3 à 5% de la population qui était physiquement incapable de monter à plus de 4500 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Et du coup, bon, quitte à payer plusieurs milliers d'euros pour ce voyage, je me suis dit, faudrait peut-être que je m'assure avant de partir que je fais pas partie des 3 à 5% de la population. Juste au cas où, tu vois. Donc ce test d'hypoxie, il était demandé par une des agences de voyage que j'avais contactées quand je faisais mes recherches. Il n'était pas demandé par Atalante, et il n'est pas obligatoire de manière générale, c'est juste moi qui ai voulu le faire. Encore une fois, c'était pour mettre toutes les chances de mon côté et pour savoir exactement ce à quoi je devais m'en tenir, entre guillemets. Du coup, je suis allée chez mon médecin traitant qui m'a fait une ordonnance pour le test d'hypoxie. J'ai fait ma demande de rendez-vous pour le test d'hypoxie en septembre, et j'ai eu rendez-vous fin novembre au CHU de Rennes, donc à Pontchaillou, au département de médecine du sport. Je suis tombée sur un médecin spécialisé de haute montagne qui avait déjà fait l'ascension du Kilimandjaro. Mais un bonheur. Honnêtement c'était trop bien parce que je m'attendais pas du tout à tomber sur un médecin spécialisé de haute montagne, sachant que j'allais faire mon test au département de médecine du sport et pas de haute montagne, sachant que la plus haute montagne qu'on a en Bretagne c'est les Monts d'Arrée, et clairement ça vole pas très haut. Donc pour expliquer vite fait le test d'hypoxie, c'est un test à l'effort, en l'occurrence pour moi c'était sur un vélo tout simplement, avec soit un masque à oxygène, soit un tube directement dans la bouche et une pince sur le nez. Donc moi j'ai eu le tube avec la pince sur le nez, et donc en fait pendant ce test à l'effort avec donc soit le masque à oxygène, soit le tube dans la bouche et la pince, on va
baisser le niveau d'oxygène dans l'air que tu reçois pour au final arriver à un taux d'oxygène qui est équivalent à l'altitude du Mont Blanc, donc à 4800 mètres et quelques. Ce test est fait pour calculer et analyser ta réponse ventilatoire, ta réponse cardiaque et juste analyser comment ton corps réagit face à une situation similaire à de la haute altitude, tout simplement. Alors ça je savais pas, mais à partir des résultats de ce test, il y a apparemment un score qui est propre aux ascensions en fait en haute altitude, donc de plus de 6000 mètres ou de 5000 mètres, quelque chose comme ça. Donc en fonction du score que tu obtiens à ce test, ça permet de savoir si tu es apte à faire une ascension de ce type, pas juste l'ascension du Kilimandjaro, mais toute ascension à partir d'une certaine altitude tout simplement. Comment on s'attend à ce que ton corps réagisse et si tu peux, si tu es apte, si le résultat est concluant tout simplement. Donc moi je sais plus exactement l'échelle de score, je sais que j'ai obtenu un score qui faisait que j'étais apte à faire l'ascension du Kilimandjaro, que normalement je devrais pas avoir trop de problèmes liés à l'altitude, mais que vu que j'étais sur un score limite par rapport à je sais plus quel truc, dans le doute j'ai eu une ordonnance pour avoir du Diamox. Donc le Diamox c'est le médicament contre le mal de l'altitude, et le médecin qui m'a fait le test d'hypoxie m'a prescrit ce Diamox à prendre la veille de l'arrivée au camp de base. Donc pas du tout pendant toute la durée du séjour, c'était vraiment genre sur les 2 derniers jours je crois, quelque chose comme ça. Petite précision également, c'est pas parce que tu fais le test d'hypoxie et que celui-ci est concluant dans ton cas que ça te garantit d'arriver au sommet. Ils estiment que le résultat en fait du test d'hypoxie est fiable à peu près 70%. Et en termes de prix, parce qu'on m'a posé la question aussi, on m'a demandé combien ça coûtait, moi je m'étais renseignée avant parce que j'étais persuadée que j'allais payer plein pot. J'avais vu que c'était entre genre 100 et 120 € à peu près. En l'occurrence, je n'ai pas payé mon test parce qu'il était remboursé par la sécurité sociale et par ma mutuelle. Par contre, ça j'ai appris ça pendant l'ascension du Kilimandjaro avec les hommes de mon groupe, vu que je n'étais qu'avec des hommes. Donc il y a certaines personnes dans mon groupe qui avaient aussi fait le test d'hypoxie, certains l'ont pas payé et d'autres l'ont payé. Donc je pense que ça dépend de où tu le fais. Donc moi je l'ai fait au CHU de Rennes et je ne l'ai pas payé. Mais voilà, je pense qu'il faut se renseigner un peu avant. Pour continuer sur la préparation médicale niveau trousse à pharmacie, je me suis vraiment basée sur ce qui était écrit sur la fiche technique envoyée par Atalante. Je te mettrai d'ailleurs le lien de la fiche technique qui correspond au voyage que j'ai fait dans la barre d'infos. Je me suis aussi basée sur les conseils de mon médecin traitant qui m'a ensuite fait une ordonnance longue comme les bras et j'ai passé 1h30 à la pharmacie. J'avais une trousse à pharmacie, bah je pense que tu l'as vu de toute façon dans la vidéo de mon équipement, j'avais des trousses et des superwear. J'étais blindée. Si on passe plus à la préparation physique avant de partir faire l'ascension du Kilimandjaro, moi j'ai décidé à partir du 31 décembre 2021, ou plutôt du 1er janvier, de ne plus boire d'alcool jusqu'à ce que j'arrive au sommet. Donc évidemment j'ai fait en sorte de mieux manger, donc un peu moins de resto, un peu moins de Uber Eats, ce genre de choses, enfin voilà, de manger plus équilibré, même si j'estime que de manière générale je mange quand même assez équilibré. J'ai aussi fait des séances de sport cardio et HIIT, et sinon tous les week-ends, ou presque tous les week-ends depuis début janvier jusqu'à ce que je partais en randonnée sur le GR34 le week-end, donc des randonnées de 3-4 heures en moyenne. Donc c'est sûr que le GR34 en termes d'altitude c'est pas le best pour s'entraîner à l'ascension du Kilimandjaro, mais j'ai envie de te dire on fait avec les moyens du bord et bah du coup c'est ce que j'ai fait en termes de préparation physique. Je précise d'ailleurs, en fait je pense que je vais le dire plusieurs fois dans cette vidéo, donc désolée si je me répète mais je préfère le répéter, à savoir que tu ne peux pas augmenter tes chances d'arriver au sommet avec ta préparation physique. Alors ce que tu peux améliorer c'est ton cardio par exemple, ça va te permettre de marcher plus longtemps en étant peut-être moins fatigué à la fin parce qu'on fait quand même des longues journées de plusieurs heures de marche, mais ta préparation physique ne peut pas te permettre de mieux réagir à l'altitude et de te préparer à l'altitude. À moins que tu décides peut-être de faire une préparation physique où t'es à 2500 mètres d'altitude pendant je ne sais combien de temps, et encore. En fait c'est simple, c'est une condition qu'on a. C'est soit on s'adapte bien, soit on s'adapte pas bien, soit on s'adapte rapidement, soit on s'adapte pas rapidement, et en fait tu ne peux pas améliorer cette condition. Donc pour certains qui vont avoir le mal de l'altitude, ça va passer en prenant du Diamox, pour d'autres ça ne passera pas même avec du Diamox. Et en fait, dans tous les cas, peu importe la préparation physique que tu fais, cela ne te garantira pas d'arriver jusqu'au sommet. Je le précise parce que je veux pas faire croire que parce que moi j'ai fait ça et parce que moi je suis arrivée au sommet, ça veut dire que si tu fais la même chose ça va être le cas, parce que pour l'avoir vu ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc en termes de préparation matérielle, je te laisse aller voir la vidéo sur mon équipement pour l'ascension du Kilimandjaro. La vidéo elle dure genre 30 minutes, tu vas voir, elle est très complet. Tu peux même télécharger la packing list avec tous les liens de ce que j'ai acheté pour te dire.
Alors maintenant je voudrais te parler un peu plus de l'ascension en elle-même parce que si t'as vu donc ma vidéo sur l'ascension du Kilimandjaro, t'as dû voir à peu près comment se passaient les journées, mais c'est vrai que je l'ai pas du tout détaillé dans le vlog, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant si t'as envie de savoir comment ça se passe vraiment au jour le jour quoi. Donc en général le matin, le réveil se faisait soit à 6h soit à 6h30. À partir du moment où tu te réveilles, tu t'habilles, tu finalises ton sac de trek pour la journée et tu finalises aussi ton autre sac où il y a toutes tes affaires, le sac qui va être porté par les porteurs. Une demi-heure après l'heure à laquelle on vient te réveiller, donc du coup soit à 6h30 soit à 7h, c'est l'heure du petit déjeuner. À partir du moment où tu pars dans la tente commune pour le petit déj, il faut que toutes tes affaires elles soient prêtes à être sorties de la tente pour que les porteurs puissent défaire les tentes pour la journée et pour les emmener au prochain camp. Donc là, petit déjeuner, après le petit déjeuner, c'est l'heure du health check, donc du bilan de santé. Tous les matins et tous les soirs, on avait un bilan de santé où on nous prenait le taux d'oxygène, enfin on calculait le taux d'oxygène et nos battements par minute avec un oxymètre, donc un petit truc qu'on mettait sur le bout du doigt. Le bilan de santé permettait de voir comment notre corps s'adaptait à l'altitude, s'il s'adaptait bien ou non, et on nous posait à ce moment-là aussi une série de questions, donc est-ce que t'as bien dormi, est-ce que tu manges bien, est-ce que t'as mal à la tête, est-ce que t'as des vertiges, est-ce que t'as des nausées, et en fonction des réponses qu'on donnait, ça donnait un certain nombre de points, et si tu dépasses un certain nombre de points, on te dit tu redescends ou tu restes ici ou genre on va y aller mollo ou vas-y c'est très bien. Donc après le petit déj et le bilan de santé c'est lavage de dents en express, c'est pour ça que moi j'avais toujours ma brosse à dents avec mon capuchon dans mon sac de trek. Je crois qu'on le voit d'ailleurs sur une vidéo, on voit genre le bout de ma brosse à dents qui dépasse. Et donc après le lavage de dents en express, tu mets ton sac sur le dos et là c'est parti pour randonnée pour la journée. Donc on avait des journées de randonnée je dirais entre 3 et 7 heures avec quand même des pauses régulières, c'est-à-dire toutes les 45 minutes, 1 heure à peu près, on avait une pause où là on mange un snack, on boit de l'eau et tu remets de la crème solaire ou tu mets tes vêtements de pluie dépendamment du climat. Dépendamment des journées, soit on faisait une pause au milieu de la randonnée pour déjeuner, donc par exemple il y a une journée où on est monté jusqu'à 4600 mètres à... oui, 4600 mètres à Lava Tower et là on a déjeuné à Lava Tower et ensuite on a repris la randonnée pour aller jusqu'au camp d'après. Mais finalement la plupart des jours on partait le matin et on terminait la randonnée quand on arrivait au camp d'après et en général c'était pour l'heure du déjeuner. Du coup c'était déjeuner, après repos, en général on en profitait un peu pour se laver avec donc une bassine d'eau chaude et avec des lingettes biodégradables. T'en profites pour faire une petite sieste, on en profite aussi à ce moment là pour faire nos affaires pour le lendemain parce que t'as clairement pas envie de les faire genre à la frontale dans le noir le soir quand il fait froid et que t'as juste envie d'être dans ton sac de couchage tu vois. Vers 16h-17h on avait toujours un goûter, donc c'est à dire qu'on avait de l'eau chaude avec du thé, du chocolat chaud, du café, des pop-corn, des chips, des petites cacahuètes qu'ils avaient grillées et tout genre. Je sais que c'est une question qui arrive après, genre dans les questions que vous m'avez posées sur Instagram, mais la bouffe. J'ai même dit à un moment, je referai l'ascension du Kilimandjaro juste pour la bouffe, pour vous dire. Ensuite le soir vers 19h on avait le dîner, après le dîner on avait notre health check, donc le bilan de santé, et ensuite les guides venaient nous faire un briefing par rapport à la journée du lendemain, donc comment ça allait se passer, à quelle heure on devait se réveiller, à quelle heure on partait, ce genre de choses. Et ensuite on dormait. 21h c'était que ça me sous des feux, il y a tout le monde qui dormait, il n'y avait pas de soucis ça. Alors ce que j'ai apprécié pendant l'ascension du Kilimandjaro, je pense le premier truc c'est vraiment la cohésion du groupe. Donc on était 11, 10 hommes, une femme, et ça c'est hyper bien passé. Donc sur le groupe en tout on était 6 français, 3 américains et 2 canadiens anglophones et ça s'est trop bien passé. Et pourtant il y avait des français dans le groupe qui ne parlaient pas du tout anglais donc j'ai été un peu l'interprète pendant une semaine et en fait ça m'a pas du tout dérangé, c'était vraiment cool parce qu'au moins tout le monde a pu parler ensemble. Et en fait je trouve que ce genre d'expérience ça te soude parce que franchement dès qu'il y en avait un qui était malade il y avait tout le monde qui lui proposait ses médocs, qui essayait de l'aider, tout le monde prenait des nouvelles des autres genre comment ça va machin et tout ça. Et on a même eu des discussions, beaucoup de discussions d'ailleurs par rapport à l'ascension finale et c'était en mode s'il y en a un qui va pas bien on porte son sac, l'autre il prend ses bâtons, c'est mort, on arrive tous en haut et tout, enfin la cohésion de groupe j'ai énormément apprécié et je pense que ça rend l'expérience, je vais te dire plus supportable dans des moments où parfois c'est vraiment dur. Après ce que j'ai apprécié, les porteurs, les guides. Les boss, genre juste les boss, c'est-à-dire que si tu fais l'ascension du Kilimandjaro, tu réussis à aller jusqu'au sommet, c'est pas que grâce à toi, c'est à 90% parce que il y a les porteurs et parce qu'il y a les guides, genre ils étaient tous adorables, trop sympas, toujours à vouloir t'aider, à essayer de communiquer avec toi alors que eux, enfin certains en tout cas des porteurs ne parlent pas anglais et toi tu parles pas swahili, enfin
En fait, ça rend l'expérience tellement plus agréable, tu vois, de bien t'entendre avec eux, d'essayer de communiquer même si, vas-y, c'est la galère. C'est compliqué pour eux aussi, enfin, c'est pas parce que c'est leur métier que pour eux c'est facile et qu'ils font ça comme ça reste des conditions qui sont dures. Et ça rend l'expérience tellement plus cool en fait de bien t'entendre avec eux. Ils étaient compétents, ils étaient à l'écoute, ils étaient dispo et ils étaient trop sympas. Enfin vraiment les guides, les porteurs, juste les boss. Alors bien sûr il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées, genre les paysages et tout, voilà, mais ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est d'être coupée du monde pendant une semaine. Parce que j'ai pas allumé mon portable, mis à part une fois pour envoyer un texto à ma soeur et genre une fois que je suis arrivée au sommet pour genre prendre des photos et des vidéos. Mais mis à part ça, je l'ai pas allumé, et puis même si je l'allumais, pas de réseau, sauf justement une fois quand j'ai envoyé un texto à ma soeur, mais sinon pas de réseau, pas de wifi, et en fait je n'aimais pas, enfin ça ne m'est même pas venu à l'idée que de prendre mon portable, parce que de toute façon tu sais que t'es coupé du monde, donc ça sert à rien de l'allumer. Et en fait, c'était vachement cool comme expérience. Alors j'étais quand même contente de redescendre et de redécouvrir ce que c'était qu'un wifi, mais j'ai très bien vécu le fait d'être coupée du monde et je trouve que ça a vraiment renforcé cette expérience aussi parce que c'était un truc hors du commun quoi, c'était hors du commun. Il y a quand même des choses que j'ai trouvées dures, faut pas déconner, j'ai pas envie de faire croire que l'ascension du Kilimanjaro c'est facile, c'est pas le cas. Donc il y a quand même des trucs que j'ai trouvés durs. Il y a 3 choses vraiment que j'ai trouvé compliquées, forcément, c'est l'altitude, le fait d'avoir mal à la tête et de savoir que c'est à cause de l'altitude et que en gros tu peux pas faire grand chose, t'es obligé de passer par le mal de tête, enfin voilà, c'est dur. Le fait d'avoir le souffle court, tu sais vraiment tu manques de souffle et il suffit que genre tu te relèves de ta tente et là direct t'es hyper essoufflé comme si tu venais de te taper un sprint. Et aussi le cœur qui s'emballe, je crois que c'est au jour 3 quand on est arrivé à Shira Camp où t'arrives quand même donc à une certaine altitude et le soir j'étais dans mon sac de couchage et puis tu sais c'est le moment de dormir quoi, vas-y tu mets tes boules de caisse et tout et en fait je n'arrivais pas à m'endormir parce que j'avais le cœur qui battait super fort mais vraiment comme si je venais de taper un sprint et du coup le premier truc que tu demandes c'est genre est-ce que c'est normal tu vois, mais en fait c'est ton cœur qui pompe plus pour amener plus d'oxygène dans ton sang parce que vu que t'es en altitude il y a moins d'oxygène dans l'air et tout ça, enfin c'est juste logique, mais le fait de sentir ton cœur qui s'emballe alors que t'es littéralement allongé au repos, c'est extrêmement bizarre comme sensation et c'est assez difficile de s'y habituer je trouve. Après la deuxième chose que j'ai trouvé dure, c'était le climat. À 4600 mètres, même un peu avant, ça devient hostile. Mais quand je te dis hostile, c'est hostile. Déjà on a eu un jour, il a plu et t'entendais l'orage à côté et je me disais bordel, il y a un orage qui va nous tomber sur la gueule, ça va être horrible. Enfin bref. Là, mentalement ce jour-là c'était dur et je le dis dans le vlog d'ailleurs. Mais après, une fois que tu arrives donc à un certain palier, comme je disais, au-dessus de 4000 en fait, là c'est le vent. Le dernier jour avant l'ascension finale, on a eu un vent à décorner les bœufs. Et toi t'es dans ta tente, tu sais c'est littéralement ces 2 bouts de tissu ta tente, tu vois. Et tu te dis mais je vais m'envoler quoi, enfin c'est horrible. Et Hugo qui était dans le groupe avec moi, il m'a envoyé des vidéos justement de la pluie et du vent qu'il y avait dans la tente. C'est pas les bons souvenirs. Et le dernier truc que j'ai trouvé dur, et ça je sais que c'est vraiment propre à ma personne, je pense pas que ça soit tout le monde qui passe par là, c'est la remise en question H24. Parfois c'est du stress et parfois c'est juste de la remise en question pure et dure de genre est-ce que je suis capable d'arriver tout en haut? Qu'est-ce qui va se passer si j'arrive pas tout en haut? Est-ce que je vais mal réagir à l'altitude? Qu'est-ce qui se passe si je réagis mal à l'altitude? Qu'est-ce qui se passe si je mange un truc qui est pas frais la veille de l'ascension finale et que je me tape une tourista des familles? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux pas le faire? Est-ce que je suis assez équipée? Tu te poses des questions H24 et c'est dur mentalement, c'est vraiment, ça te pèse quoi. Après je pense que c'est normal aussi, enfin j'ai jamais fait ça de ma vie, bon voilà, mais ah ouais, genre remise en question H24. Et une fois que je suis arrivée au sommet et qu'on est redescendu au camp de base, là tu te rends compte que tu sais t'es empreint d'une sérénité parce que toutes les questions que t'avais, tu n'as plus besoin de te les poser parce qu'elles étaient toutes reliées au fait d'arriver au sommet et là tu l'as fait, tu vois. Donc ouais, ça a été... tu sais, c'est un peu ton cerveau qui fait de la soupe, tu vois, pendant une semaine. Et une fois que t'as passé l'épreuve du sommet, parce que littéralement c'est une épreuve, tu te
sens tellement serein quoi. Donc ça c'est vraiment les 3 choses que j'ai trouvé dures. Il y a aussi des choses que j'ai moins appréciées et je tiens à en parler. Voilà. Donc sur notre groupe de 11, on est 10 à être arrivés au sommet, donc à Uhuru Peak. On a une personne du coup qui est pas arrivée au sommet. Donc l'ascension finale elle dure 6 heures à peu près et au bout de 4 heures, cette personne là c'était un Canadien, il sentait qu'il n'arrivait plus à respirer et en fait lui il avait son propre oxymètre avec lui, il a du coup pris son taux d'oxygène avec son doigt et il a remarqué qu'il était à 69%. Pour vous dire, sur notre feuille de bilan de santé tous les soirs, il y avait écrit que c'était dangereux si on descendait en dessous de 80%. Lui il était à 69, donc il a dit au guide avec qui il était, parce qu'en fait on a plusieurs guides pour l'ascension finale et tout le monde ne va pas au même rythme, donc au début tu pars en un seul groupe, mais finalement à la fin comme chacun va à peu près à sa vitesse, ça se sépare en différents groupes et donc chaque sous-groupe a son propre guide. Et donc le guide avec qui il était, il lui a dit genre il faut que je redescende, ce n'est pas possible, je n'arrive plus à respirer. Et en fait il a dû quand même demander 3 fois au guide avant de redescendre avec le guide, puisqu'il n'a pas le droit de redescendre seul. En fait le guide n'a pas pris ça au sérieux. Et ça genre évidemment moi je l'ai su après quand je suis redescendue au camp de base après l'ascension finale, mais en fait j'ai pas trouvé ça correct dans le sens où c'est hyper dangereux quoi. Et c'est un truc que j'ai pas apprécié, c'est en fait de voir le nombre de personnes qui se font mais traîner jusqu'au sommet par les guides et les assistants guides. Les mecs, ou les nanas d'ailleurs, ils arrivent, ils sont en littéral PLS, genre ils se font tenir par les dessous de bras comme ça, juste pour dire que t'es arrivé au sommet du Kilimandjaro, alors que je suis persuadée que la plupart des gens que j'ai vus qui étaient dans cet état-là, ils se souviennent même pas qu'ils sont arrivés au sommet du Kilimandjaro. Le jour où on est arrivé au camp de base aussi, donc juste avant de faire l'ascension finale, on envoyait des gens qui redescendaient du sommet parce que eux venaient de faire l'ascension finale. Et il y en a un surtout, moi c'est le premier que j'ai vu, littéralement il était tenu comme ça là par le guide et ils sont arrivés à leur campement et le guide il l'a foutu dans la tente pour qu'il dorme quoi. Et le mec, je ne sais pas ce qu'il avait comme symptômes, mais il était pas bien, ça se voyait, il était pas bien. Et alors moi j'en ai pas vu quand je suis redescendue du sommet, mais apparemment il y a des gens qui vomissaient sur les côtés et tout, enfin c'est un truc hyper sérieux quoi. Et de savoir en redescendant au camp de base que du coup le Canadien avec qui on était, lui, le fait qu'il soit mal, ça a pas été pris au sérieux par le guide, en fait je trouve ça hyper dangereux. Et je pense que dans notre groupe on a eu la chance que, entre guillemets, ça soit tombé sur le Canadien qui avait son propre oxymètre et qui connaissait ses limites et qui n'a pas voulu aller au-delà des limites de son corps, parce que je suis sûre qu'il y en a qui forcent et qui forcent eux-mêmes, en plus du fait d'être un peu genre poussé par les guides. Enfin bref, j'ai trouvé ça un peu lunaire quoi. Un truc que j'ai pas apprécié aussi, c'est à partir de Barranco Camp, de voir tous les déchets qu'il y avait sur certains camps. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir quand même une poubelle par groupe dans lesquelles tu peux mettre tous tes déchets quoi. Et il y avait des trucs partout, enfin il y avait des brosses à dents par terre, t'avais des chaufferettes, t'avais des emballages de snacks, alors que t'as littéralement une poubelle juste pour ton groupe, tu vois. Et il y a des déchets partout. Et en fait, j'en avais entendu parler dans la vidéo de Hey Nadine, mais je pensais pas à ce point et j'étais vraiment choquée quoi. Ce que j'ai pas apprécié aussi, mais pour le coup je vais beaucoup plus détailler mon avis dans la partie sur les questions que vous m'avez posées sur Instagram, parce que je sais qu'il y a une question sur le sujet, c'est de voir à quel point les porteurs étaient mal équipés. Ils sont quand même censés être encadrés par l'association des porteurs du Kilimandjaro, qui leur assure donc une rémunération correcte et tout ça. Moi je pensais que ça leur permettait aussi d'être un minimum bien équipés. J'ai vu un porteur en espadrille, genre en espadrille, et niveau équipement au-delà des chaussures, il y en a qui sont extrêmement mal équipés quoi, qui parfois n'ont pas de vêtements de pluie, qui n'ont pas de vêtements contre le froid, qui montent en jean parce qu'ils n'ont pas de pantalon de randonnée, et ça je le savais pas du tout avant de partir. Moi j'étais persuadée que, étant encadrée par une association de protection des porteurs qui selon moi est censée un peu agir comme un syndicat, je pensais qu'ils étaient beaucoup mieux encadrés par rapport à ça, et en fait pas du tout quoi. Et alors le dernier truc, je vais pas dire que j'ai pas apprécié parce que je fais aussi partie du problème, c'est plus une réalisation. L'ascension du Kilimandjaro c'est un truc de blanc. C'est littéralement c'est un truc de blanc. C'est-à-dire que tous les participants que tu vois qui font l'ascension du Kilimandjaro, désolé j'ai vu que des blancs, et pour la plupart c'était des Français, des British, des Canadiens plutôt anglophones et des Américains. Voilà. Et donc le dernier jour, quand on finit l'ascension du Kilimandjaro et qu'on retourne à Mochi, donc la ville à partir de laquelle on débute l'ascension, donc on a une petite cérémonie avec les guides qui nous offrent chacun un diplôme pour dire qu'on a bien fait l'ascension du Kilimandjaro, qu'on est bien arrivé à Uhuru Peak ou à Stella Point, dépendamment des personnes.
Et je vais pas mentir, je suis contente d'avoir mon diplôme parce que ça me fait un souvenir. Par contre c'est vraiment un truc de blanc, c'est-à-dire qu'on te donne un diplôme en te disant bravo t'as fait l'ascension du Kilimandjaro, t'es arrivé sur le toit de l'Afrique, c'est trop bien. Alors qu'il y a des guides et des porteurs, ils font ça genre toute l'année. Et eux, personne leur file un diplôme quoi. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que je voulais préciser, histoire qu'on soit tous sur la même réalité. Je fais aussi partie du truc parce que je suis blanche occidentale et privilégiée et que j'ai fait l'ascension du Kilimandjaro, alors qu'il y en a, ils font ça genre pour vivre, et clairement personne les félicite à la fin et personne leur file un diplôme. C'est un truc à savoir. Aussi un truc à savoir, je le savais un peu avant de partir, mais encore une fois pareil, je préfère préciser, le Kilimandjaro c'est touristique. Donc si tu cherches un truc hors des sentiers battus, ne fais pas l'ascension du Kilimandjaro. Je crois qu'il y a à peu près 30 000 personnes qui font l'ascension par année. Même si la voie Les Mochos, donc la voie que j'ai faite, est un peu moins touristique, elle reste quand même assez empruntée. Donc si tu cherches à faire quelque chose de pas touristique, je te conseille pas l'ascension du Kilimandjaro. Alors maintenant on va passer à la partie des pesos, on va parler budget. Donc petit disclaimer avant. Déjà le prix que je vais annoncer et le prix que je vais détailler, c'est le prix pour l'ascension du Kilimandjaro et le safari. Je ne sépare pas les deux tout simplement parce que je ne peux pas. Le voyage que j'ai payé auprès d'Atalante, c'était une formule ascension du Kilimandjaro par la voie Les Mochos plus 4 jours de safari. Du coup j'ai pas le détail de combien exactement coûte l'ascension du Kilimandjaro et combien coûte le safari. Donc, si tu veux juste faire l'ascension du Kilimandjaro, nécessairement ça sera quand même un peu moins cher, mais je ne peux pas te dire de combien. Également, je tiens quand même à le préciser, ce n'est pas un voyage qui est abordable. C'est-à-dire que si tu cherches à voyager en Tanzanie en mode petit budget, auberge de jeunesse, sac à dos et tout ça, c'est très certainement possible. À vrai dire, j'en sais rien parce que je l'ai pas fait. Mais si tu cherches un budget ce style, sache que ce n'est pas dans cette vidéo que tu vas le trouver. Déjà, pour l'ascension du Kilimandjaro, c'est un voyage qui est cher de base. Et safari aussi, c'est un voyage qui est cher de base. Et moi, j'ai fait les deux combinés. Donc voilà, je préfère le préciser. Donc ce que j'ai payé à Atalante, donc l'agence de voyage par laquelle je suis passée pour mon ascension du Kilimandjaro et le safari, c'est 5 219,94 €. Donc ce prix, il va comprendre déjà le prix de base en fait de la formule Kilimandjaro par la voie Les Mochos plus 4 jours de safari. Donc le prix de base c'est 3 295 €. Ça comprend aussi les taxes d'entrée dans le parc national du Kilimandjaro pour 8 jours, c'est équivalent à 1150 €. Ça comprend aussi donc les taxes d'entrée cette fois-ci pour les parcs pour le safari de 495 €. Il y a aussi des frais d'inscription de 18 €, une assurance multirisque plus Covid de 251,94 €. Ça c'est une assurance multirisque que moi j'ai rajouté à la formule voilà, pour m'assurer en cas de problème tout simplement. Et ça comprend enfin une compensation carbone de 10 €. Alors pour un peu plus de détails sur ce qui était compris dans la formule de base Kilimandjaro par la voie Les Mochos et les 4 jours de safari, il y avait dedans qui étaient compris les vols internationaux aller et retour, donc en l'occurrence ils nous ont pris des billets avec Qatar Airways. Ça comprenait aussi donc un guide francophone. En fait avec Atalante, à partir du moment où il y a une seule personne francophone dans un groupe, il y a forcément un guide francophone avec. Et du coup on avait aussi un guide anglophone et des assistants guides qui étaient anglophones, vu qu'on était aussi avec donc, des Américains et des Canadiens anglophones. Donc également ce prix comprenait le fait d'avoir un guide chauffeur francophone pour le safari, la logistique des porteurs, des cuisiniers et des serveurs. Ça comprenait également tous les transports terrestres, donc notamment le pick-up à l'aéroport, le retour à l'aéroport et les transferts entre les différents parcs. Toutes les excursions détaillées dans le programme. Encore une fois, si tu veux connaître toutes les excursions détaillées et le fil de ce que j'ai fait tous les jours, je te mettrai dans la barre d'infos la fiche technique du voyage que j'ai fait avec cette agence de voyage. Ça comprenait également aussi tous les hébergements et la pension complète, sauf quelques repas qui étaient des repas libres. Cette fois-ci, on allait dans les restos qu'on voulait, il y en a eu 4 à peu près sur 2 semaines de séjour. Ça comprend également donc les équipements de sécurité qui sont nécessaires pendant le trek, donc trousse de secours, oxymètre, bouteille d'oxygène et radio, téléphone et tout ça, et aussi un accès à un service médical spécialisé sur l'altitude 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a aussi pas mal de choses que j'ai payées en plus, donc les 5200 et quelques euros que je t'ai cité au début, ce n'est pas le prix final de ce que j'ai payé. J'ai payé notamment en plus, qui n'était donc pas compris dans le prix que je viens de t'annoncer, mon visa tanzanien de 50 $ US. J'ai aussi payé un test antigénique qui est obligatoire à l'arrivée en Tanzanie et au départ, donc c'était 10 $ à chaque fois, donc 20 $ US en tout. J'ai également payé les 4 repas de libre en fait qu'on avait sur le séjour, donc c'était à peu près l'équivalent de 60 $ en tout. J'ai payé la location de mon sac de couchage, donc c'était 50 $ pour les 8 jours d'ascension. Pendant l'ascension, j'ai aussi stocké certaines affaires que je n'emportais pas avec moi sur le sommet, et donc ça on les a stockées dans l'hôtel dans lequel on était à Mochi, et ce stockage a coûté 25 $. J'ai bien sûr évidemment acheté tout mon équipement pour l'ascension, donc comme je te disais j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet.
Tout cet équipement m'a à peu près coûté 1000 €, je t'épargne les centimes, c'était genre 970 et quelques, mais disons 1000 € juste pour cette vidéo. J'ai aussi bien sûr payé mon train de Saint-Malo à Roissy aller-retour, donc c'était 120 € et 20 centimes. Et j'ai aussi payé les pourboires pour le porteur, les guides et le chauffeur pendant le safari. Donc en l'occurrence on avait reçu un guide en termes de pourboires et de recommandations de pourboires par l'agence de voyage pour savoir à peu près combien on devait donner et être quand même dans une moyenne. Donc par rapport aux recommandations qui avaient été faites par l'agence de voyage, moi j'ai donné pour l'équivalent d'une semaine 150 $ US pour les porteurs, 75 $ US pour les guides et 25 $ US pour le guide du safari. Donc le total de ce que j'ai payé en plus revient à 1531 € et 20 centimes. Ce qui fait au total pour ce voyage un budget de 6751 € et 14 centimes. J'avais dit que c'était un voyage qui n'était pas abordable. Hein. Alors avant de passer à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, je voulais quand même te donner un peu quelques conseils que j'ai appris pour l'ascension du Kilimandjaro. Alors déjà, je pense qu'il faut bien choisir son agence de voyage, faut pas lésiner sur les questions, s'assurer qu'en termes d'accompagnement médical, les guides, les assistants guides, ils soient formés au premier secours, qu'ils aient une trousse de secours, qu'ils fassent des bilans de santé, qu'ils aient soit un caisson hyperbare, soit des bouteilles d'oxygène, un service médical, ce genre de choses, je pense que c'est hyper important sur une ascension de ce type. S'assurer également que les porteurs sont encadrés par la KEPAP parce que bon, déjà que on va en reparler après, mais il y a clairement des améliorations à faire sur les conditions de travail des porteurs. S'ils sont en plus pas encadrés par la KEPAP en termes de rémunération et tout ça, clairement fuyez l'agence quoi. Je te conseille vraiment de regarder les avis en ligne, de te renseigner, de poser des questions, de voir s'ils sont disponibles et vraiment de faire ton étude de marché finalement pour trouver l'agence qui te conviendra le mieux. Ne pas négliger son équipement, c'est-à-dire que je pense que je me suis quand même bien équipée, mais un truc que j'ai négligé, c'est l'équipement pour dormir. Genre, j'aurais dû m'acheter un oreiller en plus, j'aurais dû m'acheter un petit matelas de camping en plus pour être vraiment bien. Ça, c'est un peu le truc que j'ai négligé, donc ne néglige pas ton équipement, vraiment. Ne pousse pas tes limites. Je pense que je l'ai expliqué tout à l'heure, donc voilà, mais c'est hyper dangereux. Et ce n'est pas parce que le Kilimandjaro est considéré comme le sommet le plus accessible parmi les 7 sommets que c'est une ascension facile, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas savoir en avance comment ton corps va réagir, donc il faut aussi être préparé au fait que si ça se trouve ton corps va mal réagir et que tu ne vas pas pouvoir aller jusqu'au sommet. Et il ne faut pas forcer, c'est hyper dangereux. Il y a des gens qui parfois meurent d'hypoxie des semaines après avoir fait l'ascension du Kilimandjaro parce que finalement eux ils ont l'impression d'aller mieux une fois redescendus mais leur corps ne s'en est jamais remis. Je précise aussi que ce n'est pas dépendant de l'âge parce que le doyen de mon groupe qui a 75 ans, 76 maintenant, il est arrivé jusqu'en haut, donc jusqu'au sommet, zéro mal de tête et tout ce que tu veux, et donc la personne de notre groupe qui n'a pas réussi à aller tout en haut a 20 ans de moins. Ce n'est pas dépendant de l'âge. Et les gens que j'ai vus en littéral PLS, ils devaient pas être plus âgés que moi, hein. Donc ce n'est pas dépendant de l'âge. Essaye vraiment d'avoir des bonnes relations avec les porteurs et les guides, parce que littéralement si tu réussis ton ascension du Kilimandjaro, c'est grâce à eux. Tu ne pourrais pas faire ne serait-ce qu'une journée ce qu'ils font, et quand je dis tu, c'est moi aussi, hein, qu'on se reprenne. En plus tu vas littéralement vivre avec eux pendant une semaine, donc autant faire en sorte que ça se passe bien. Et alors les indispensables d'équipements à avoir selon moi, le camelback, le tuyau là, c'est d'un pratique. Juste pour l'ascension finale, s'il n'est pas encore gelé, d'un pratique, laisse tomber. Les affaires de pluie, un must. Un must. Et les lunettes de soleil. Tu ressembles à Jean-Michel prof de ski, mais ça protège de ouf. Ça protège de ouf et clairement c'est ce qu'il faut parce que le soleil est extrêmement éblouissant à arriver à une certaine altitude. Donc maintenant je vais finir cette vidéo très longue par les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc j'avais déjà fait une FAQ à ce sujet juste après mon ascension du Kilimandjaro, donc il y a des questions qui sont sur mon profil en story à la une si tu veux aller voir les réponses à ces questions, mais j'en ai eu quand même certaines autres donc je voulais y répondre aujourd'hui. Alors la première question c'est: as-tu des vaccins particuliers à faire? Alors pour arriver en Tanzanie, je crois que tu peux y aller si tu n'es pas vacciné contre le Covid. En l'occurrence, moi je suis vaccinée, donc j'avais ce vaccin-là, mais il n'est pas obligatoire, je crois, pour rentrer en Tanzanie. Sinon, moi j'avais déjà mon vaccin fait contre la fièvre jaune, et apparemment il le demande de manière un peu aléatoire à l'entrée en Tanzanie, donc si tu ne l'as pas fait, je te conseillerais quand même de le faire, et du coup d'avoir ton carnet de vaccination international avec toi. Mais je n'ai pas fait d'autres vaccins mis à part ça. Maintenant que l'exploit est accompli, est-ce que ça t'a donné envie de le refaire ailleurs? Honnêtement, non. En fait, j'ai voulu faire l'ascension du Kilimandjaro déjà comme défi personnel, mais aussi parce que c'était quelque chose d'assez symbolique pour moi, qui était d'arriver au sommet, enfin de faire l'ascension du Kilimandjaro au même âge que mon père l'a fait la première fois, c'est-à-dire à 27 ans. Donc j'ai pas d'autre motivation à faire un autre sommet actuellement. J'ai adoré l'expérience, je peux pas dire que j'ai tout adoré, genre vraiment au bout d'une semaine t'as envie de te laver, t'as envie de dormir dans un prélit et pas sur un matelas de camping, mais j'ai quand même adoré l'expérience. Est-ce que pour l'instant j'ai l'envie de refaire ça ailleurs?
Non. Ça reste un super souvenir, genre clairement, mais ça m'a pas donné le feu de la randonnée, de l'ascension de montagne ou quoi que ce soit. Alors, au niveau hygiène et toilette, quels sont les points importants à savoir? Alors ça je sais, parce qu'il y en a une qui m'a posé la question en DM, c'était est-ce que j'ai utilisé mon pisse de boue? Je n'ai pas utilisé mon pisse de boue pendant une semaine. J'ai toujours réussi à les faire dans la nature, autrement sans que tout le monde me voie, donc ça c'était plutôt cool. Donc niveau toilette, je sais que je l'ai pas précisé, mais dans notre groupe, notre camp et tout ça, on avait des toilettes privées, donc littéralement c'était une petite tente avec genre des toilettes quoi, donc c'est pas des toilettes sèches mais c'est littéralement c'est des chiottes avec genre un réservoir en dessous quoi, et puis bah tu fais ce que t'as à faire tout simplement. Les points importants à savoir, ramène ton rouleau de papier toilette, il t'en file un quand même au début, mais genre dans le doute ramène ton rouleau de papier toilette. Donc bien sûr je l'ai déjà précisé mais je leur dis, tu ne peux pas te laver pendant une semaine, hein, t'as pas accès à une douche ni rien. Par contre on avait quand même le luxe, et je le dis vraiment c'est un luxe, d'avoir le droit à une bassine d'eau chaude quand on arrivait au camp. Et il y a plusieurs fois où je l'ai pris genre peut-être 1 ou 2 heures après l'arrivée au camp, la bassine d'eau, et du coup l'eau était plus très chaude, et bah je peux te dire que le lendemain tu fonds sur la bassine quand t'arrives direct au camp. Hein. Perso, ce que j'avais fait, c'est que j'avais aussi acheté des lingettes biodégradables en plus, histoire de pouvoir me nettoyer un peu mieux que juste avec de l'eau, tout simplement. Il y a des gars aussi dans mon groupe, ils avaient ramené genre un gant de toilette et genre un savon biodégradable. Je sais pas s'ils ont vraiment réussi à bien se laver avec. Moi, j'ai réussi à m'en sortir avec genre l'eau et les lingettes biodégradables et ma serviette microfibre. Donc sinon, niveau hygiène, toilette, c'est à peu près tout. Sache que tu vas te rapprocher très rapidement des gens de ton groupe et que au bout de 2 jours, vous allez clairement parler de tout ça sans aucun filtre. Pour parler littéralement, on est tous dans la même merde. Donc au bout d'un moment, c'est les conversations comme ça, tu les as genre même quand t'es en train de manger, genre il n'y a pas de problème quoi. Mais je dirais vraiment ramener un rouleau de papier toilette et des lingettes biodégradables ou un gant de toilette et un savon biodégradable. Sinon, quand t'as envie bah littéralement d'aller aux toilettes pendant la randonnée, donc la journée, derrière des arbres, derrière des arbustes, derrière des cailloux, tu deviens très inventif, voilà. Par contre, si tu vas aux toilettes dans la nature pendant la randonnée, tu fais en sorte de ne pas jeter ton papier toilette dans la nature et bah, de le garder avec toi, tu as une poubelle avec toi, enfin tu te débrouilles quoi, mais juste tu laisses pas ça dans la nature, ça me semble un peu logique. Tu as eu le droit à quoi niveau alimentation? Oh là là! On a eu un poulet frites à 4600 mètres d'altitude. Non, honnêtement, c'était extrêmement bon, c'est-à-dire que j'ai eu des repas hyper variés et on a eu de tout. C'était pas du tout genre de la bouffe lyophilisée, genre bouffe de rando et tout ça, genre vraiment pas. On a eu des pâtes, genre à la bolognaise, on a eu des hamburgers, on a eu des brochettes, on avait des légumes frais, des patates, donc des brochettes, poulet frites, on a eu du riz, on a eu du ragoût, on avait de la soupe tous les jours. Le dernier jour, ils nous ont fait un gâteau, genre un gâteau avec le tracé en fait de la montagne, enfin du Kilimandjaro, avec écrit 5895 mètres, genre les boss. Le matin, on avait des œufs, du bacon, des tortillas, des petites saucisses. Voilà ce qu'on a eu niveau bouffe. C'était fou, c'était trop bon. Le chef, il venait nous voir et nous demandait ce qu'on voulait bouffer le lendemain au petit-déj, genre... Encore une fois, je l'ai dit, hein, mais moi je pourrais refaire l'ascension du Kilimandjaro juste pour la bouffe. C'était fou. As-tu des regrets par rapport à l'équipement que tu as pris? Alors, non, j'ai pas de regrets parce que j'ai vraiment utilisé tout ce que j'ai pris sauf les guêtres, les stop tout, ça pour le coup je les ai pas utilisés. Ce que j'ai fait c'est que par exemple les guêtres et certains équipements de pluie genre cap de pluie et d'autres trucs aussi, je sais plus ce que j'ai donné, je t'écrirai dans l'écran, je l'ai donné au porteur, enfin j'ai donné cette partie de mon équipement au porteur à la fin, tout simplement parce que moi j'allais pas le réutiliser, ou en tout cas trop peu pour que ça soit pertinent en fait de le ramener en France avec moi et que ça reste à prendre la poussière dans un placard. Donc j'ai préféré le donner au porteur, c'est quelque chose qui se fait assez souvent, c'est-à-dire que la plupart des gens de mon groupe ont donné en fait une partie de leur équipement au porteur. Ça permet de faire en sorte qu'ils soient mieux équipés, parce que ça c'est clairement un gros point rouge, et de faire en sorte que les affaires soient utilisées pour le coup genre vraiment à bon escient et pas que ça finisse dans un placard à ne pas être utilisé. Pas de regret au niveau de mon équipement, peut-être juste sur l'équipement que je n'ai pas pris, c'est-à-dire que je pense que j'aurais dû prendre genre un oreiller de camping, genre un oreiller gonflable et un matelas de camping pour être un peu plus confort le soir. T'as dû le voir dans le vlog, mais on a littéralement pris les oreillers de Qatar Airways et qu'ensuite on a donné au porteur aussi. Donc voilà. Comment as-tu trouvé la force en toi pour le faire? J'ai dépensé 6000 balles dans ce voyage, donc je pense déjà ça te donne un peu de force pour le faire. Non je déconne, mais enfin je déconne qu'à moitié. En fait c'était pas de la force, je pense j'avais la motivation de me dire je veux arriver au sommet du Kilimandjaro pour prendre ma photo au niveau du panneau de Uhuru Peak avec dans ma main la photo de mon père, comme ça. Donc voilà.
Je pense que c'était la plus grosse motivation. Et il y avait aussi un peu le petit challenge de se dire j'ai envie à 27 ans d'arriver à Uluru Peak pour battre un peu mon père qui à 27 ans était arrivé non pas à Uluru Peak mais à Stella Point. Donc je dirais que ça a été mes deux motivations. C'est pas de la force, c'était de la motivation je pense. Je sais pas si la personne parlait de force physique parce que encore une fois il n'y a pas besoin de force physique je pense pour faire l'ascension du Kilimanjaro, mais en tout cas c'était mes motivations. Alors la prochaine question, je sais que je vais y passer un peu de temps, la personne m'a demandé as-tu eu des réticences concernant le système de porteur? Et alors j'étais pas sûre de comprendre sa question au début, quoique un peu. En fait la personne m'expliquait que son copain ne veut pas du tout faire l'ascension du Kilimanjaro parce que les porteurs sont exploités et qu'il ne comprend pas le fait que ça doit être d'autres personnes qui portent ses affaires et qui montent le campement à sa place. Ce que je comprends totalement et je suis assez d'accord avec le copain de cette personne. Donc j'ai déjà un peu répondu en DM mais je vais quand même répondre ici. En fait avant de partir moi j'avais pas du tout de réticence sur le système de porteurs parce que j'avais vu qu'ils étaient encadrés donc, par la KEPAP, donc l'association des porteurs du Kilimanjaro, et pour moi c'était forcément bien encadré par rapport à ce que moi mon père m'avait raconté de son ascension où les mecs montaient en tongs. Honnêtement, première erreur de ma part, je me suis pas plus renseignée que ça sur comment la KEPAP encadrait les porteurs. Un petit désenchantement en arrivant et quand j'ai vu qu'il y en a qui montaient en tatane. Et ça je l'ai déjà expliqué mais j'ai vraiment pas apprécié de me rendre compte que en fait niveau équipement ils sont pas du tout encadrés ou ils ont pas, j'en sais rien moi, on va dire une allocation pour se payer un équipement à peu près correct, ne serait-ce que des pompes quoi, enfin vraiment. Ça je le savais pas et c'est aussi de ma faute, j'aurais dû mieux me renseigner par rapport à la KEPAP avant de partir. En fait la KEPAP encadre les porteurs concernant la rémunération et c'est tout. En tout cas de ce que j'ai vu. Et en fait je comprends totalement cet argument où littéralement les petits blancs se font porter leurs affaires par des noirs. Désolée si ça sent le cash pour certaines personnes, mais littéralement quand t'es en pleine ascension c'est comme ça que tu le ressens parce que c'est visuellement comme ça que tu le vois. Et j'étais pas hyper à l'aise non plus avec cette idée, enfin, surtout quand tu sais que les toilettes privées que t'as sur le camp, ils sont nettoyés par un des porteurs quoi. Et que toi t'as rien à faire. Donc c'est un peu dérangeant comme idée et je comprends l'argument de cette personne. Après, faut aussi savoir que déjà foncièrement, physiquement, tu ne pourrais pas faire l'ascension du Kilimanjaro par toi-même en portant ta bouffe, en portant ta tente, en portant tes chiottes. Tu tiendrais pas 2 heures je pense et moi je tiendrais pas 1 heure. Donc il y a quand même ça à prendre en compte. Et le deuxième truc à prendre en compte aussi c'est que si même imagine tu pouvais faire l'ascension du Kilimanjaro sans ce système de porteur, en fait c'est littéralement 34 mecs que tu mets au chômage pour le coup. Et là la plupart des porteurs de mon groupe ça faisait 2 ans du coup qu'ils n'avaient pas bossé. Parce que Covid quoi. Et en Tanzanie, en tout cas de ce que nous expliquaient les guides, quand t'as plus de boulot, t'as pas le chômage, hein. Donc voilà. Donc pour faire simple, je dis pas qu'il y a un avis qui est meilleur que l'autre et je pense que pour le coup c'est hyper mitigé parce qu'il y a des pour et des contre dans chaque. Il y a clairement des axes d'amélioration sur comment les porteurs sont encadrés et comment ils devraient être équipés et protégés entre guillemets par la KEPAP. Ça je suis complètement d'accord. Par contre, ça reste leur métier. Et il y a beaucoup de porteurs qui ensuite deviennent guides et qui du coup là sont beaucoup mieux encadrés et beaucoup mieux rémunérés. Ça reste leur métier, ça reste leur gagne-pain et oui il faudrait qu'ils aient des meilleures conditions de travail, je suis complètement d'accord, mais de dire que c'est mieux de faire l'ascension complètement par soi-même sans avoir de porteur, je pense que c'est un peu trop extrême dans le sens où voilà, il y a quand même du pour et du contre à sous-peser. Donc voilà, j'ai pas d'avis tranché sur la question en mode faut absolument pas utiliser le système de porteur ou faut absolument passer par des porteurs. Encore une fois, il y a du pour et du contre, mais donc j'ai pas eu de réticence à proprement parler avant de partir. J'ai plus été déçue de l'encadrement qui est fait par la soi-disant association de protection des porteurs. Et donc on arrive enfin à la fin de cette vidéo, ça fait 1h20 que je filme. C'était long. J'espère que ça t'aura quand même apporté des infos parce que j'ai vraiment essayé de genre mettre toute ma science de cette ascension du Kilimanjaro dans cette vidéo. Donc j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas bien sûr si t'as encore d'autres questions à me les mettre en commentaire et j'y répondrai. Je pense qu'à l'heure où sort cette vidéo, mon article récapitulatif de tout ce que je viens de te dire ne sera pas encore sorti sur mon blog, mais il y aura peut-être des infos en plus dedans, donc n'hésite pas à aller le voir une fois que je l'aurai rajouté dans la barre d'infos. N'hésite pas toi à me dire dans les commentaires si l'ascension du Kilimanjaro te tenterait ou si au contraire tu as déjà fait l'ascension du Kilimanjaro, dis-moi par quelle voie t'es passé. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!